Voilà, on enchaîne avec la dernière table ronde de la journée, consacrée à la solarisation des réseaux de chaleur. On en a beaucoup parlé, il en a été déjà beaucoup question. On va rentrer dans le détail. L'idée de solariser donc les réseaux de chaleur. Donc à la tribune, Brice Aumont et Charlie Le Galudec du CMA. Voilà, c'est vous-même. Je présente tout le monde et puis après je vous appelle. Florent Bicanic, responsable prescription TVP Solar. Voilà, vous l'avez déjà vu, il faisait partie des exposants. Hein. On vous a croisé tout à l'heure. Jean Durand, chargé de mission solaire OFAT, c'est l'Office franco-allemand de la transition énergétique, qui sera en visio avec nous, qui doit nous écouter. Thomas Gillon, export sales manager de Consolar, enchanté. Et Julie Rudy, vous clôturerez cette table ronde. Vous êtes experte solaire thermique à l'INES. Et on va pas mal parler de formation, je crois, avec vous, qui a été, vous l'avez vu, un sujet, mais alors vraiment important tout au long de la journée. La formation, c'est vraiment un des piliers du levier de la croissance du solaire thermique. Donc pour le coup, je vous appelle tous les deux, Brice Aumont et Charlie Le Galudec, pour le CEREMA, déjà pour nous présenter le CEREMA et les actions que vous faites justement pour aider à la solarisation des réseaux de chaleur. Je vous laisse la parole. Merci. Bonjour à tous. Merci de nous recevoir ici aujourd'hui. Donc pour ceux qui ne se connaissent pas, j'utilise ça. Le CEREMA, donc on est un établissement public à caractère administratif en gouvernance partagée entre l'État et les collectivités qui peuvent être adhérentes au CEREMA. On agit dans 6 domaines d'application différents que vous voyez affichés ici. Et donc nous, particulièrement, mon collègue et moi, on intervient sur le domaine de l'environnement. Donc le CEREMA possède un pôle réseau de chaleur et de froid. Et nous, on a une équipe de 5 personnes. Donc on est basé à Nantes. Et donc notre but, c'est de fournir de la ressource. Donc on a un centre de ressources qui est sur notre site internet. Vous pouvez trouver une majorité d'études, de guides, d'accompagnement, aussi de formation. On travaille sur des études qui sont financées par l'ADEME et la DGEC. Et voilà, on fournit des prestations d'assistance à maîtrise d'ouvrage aux collectivités. On fait aussi des journées de sensibilisation, des journées techniques, etc. Voilà, pour sensibiliser sur le sujet des réseaux de chaleur. Ce qu'on veut vous présenter ensuite, c'est le projet en réseau. On voulait savoir déjà, en premier temps, est-ce qu'il y a déjà des personnes dans la salle qui utilisent la plateforme en réseau, qui connaissent? Ok, super. Ouais, bon, donc mon collègue va vous présenter en particulier le projet en réseau qu'on a développé tout récemment. N'hésitez pas à scanner le QR code ou à taper en réseau sur n'importe quel site de recherche. On est en totale transparence, totalement open data. N'hésitez pas à utiliser nos données. Donc pour la genèse de notre projet... Rapprochez-vous du micro un peu. Pardon. On a d'abord mené une étude dans le cadre du projet Life It and Cool, piloté par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc c'était une étude de détermination du potentiel de réseau de chaleur dans cette région. Et on a là aujourd'hui dans Réseau, on a déployer cette solution sur toute la France et essayer de rajouter le plus possible de données pour que ce soit le plus pertinent. Donc c'est un portail cartographique en ligne soutenu par la DGEC et l'ADEME. Principal objectif de cibler, de cartographier, d'identifier le potentiel de développement des réseaux de chaleur. Et la donnée peut être utilisée par toutes les personnes qui seraient intéressées, aussi bien les collectivités, les services d'État, les syndicats d'énergie, les bailleurs sociaux et les bureaux d'études. Quand vous dites soutenu, c'est aussi financièrement? Oui. Bien sûr. Oui, aussi et surtout. Oui. Donc globalement, on a 3 grands types de données sur notre portail. Une donnée qu'on a produite, une estimation des besoins des bâtiments, aussi bien en chaud et en froid. Je ne sais pas, je l'ai notifié, mais on fait aussi bien réseau de chaleur que de froid. On a les deux approches. Pour chaque bâtiment, on a une estimation en ECS et en chaleur et en froid. Et avec cette estimation des besoins, on est capable de créer une espèce de densité thermique linéaire et on essaie de cartographier comme ça un potentiel de raccordement de réseau de chaleur. Donc ça c'est un premier bloc. On affiche aussi les réseaux existants.
pour comparer nos zones d'opportunité. Et on a différents gisements d'ENR et R, énergie renouvelable et de récupération. On essaie d'être le plus large possible. On prend en compte... Exhaustif. Ouais, exhaustif, ouais, exhaustif. Ouais. Entre autres, on essaie de prendre en compte le potentiel de solarisation des réseaux de chaleur en couplant le potentiel d'ensoleillement avec la forme de nos zones pour déterminer un équivalent en panneaux pour les ECS. C'est un super outil. Oui. C'est en fonctionnement depuis quand? C'est sorti en décembre 2023. Ah et oui, là, on continue au fur et à mesure de... un semestre, quoi. Oui, c'est ça. Ah ouais, carrément. Ouais, d'accord. Ouais, c'est un super outil. C'est gratuit. Complètement, oui. C'est complètement une gratuit. plateforme gratuite et les données sont en téléchargement libre aussi sur notre site internet. Si vous voulez. Superbe outil. Et donc, oui, donc en effet, l'objectif aussi, c'est d'intégrer des gisements d'ENR disponibles pour forcer la réflexion à l'échelle globale pour les gens qui voudraient mettre en place de tels projets. Et en particulier, donc, c'est une collègue à moi qui a fait l'étude, mais qui a fait une évaluation du potentiel de solarisation des réseaux de chaleur à partir des données qu'on a définies en réseau. Donc, mon collègue vous parlait tout à l'heure de zones d'opportunité qui ont été tracées sur la plateforme. On vous fera une petite démonstration après. L'idée, c'était de partir de ces zones d'opportunité et d'évaluer la surface de panneaux solaires qui serait nécessaire pour alimenter en partie ces zones d'opportunité. Donc là, sur la slide qui vous est présentée, en fait, c'est un exemple. On prend une zone d'opportunité c'est un exemple qu'on a choisi. L'objectif, les hypothèses qu'on a prises pour évaluer ces surfaces nécessaires, c'est d'alimenter à 80% les besoins en ECS de cette zone. Donc là, ça correspond à 450 MWh par an. À partir de ces besoins qui sont définis, on regarde la solarisation de la commune, avec le lien qu'on peut faire entre l'irradiation solaire et le rendement sur les réseaux. Il y a aussi une différence entre les réseaux basse température et haute température. Enfin, ça nécessitera plus ou moins de surface de capteur en fonction de la température de fonctionnement du réseau. Bref, avec toutes ces données-là, on peut remonter à une surface de capteur solaire et du coup à une emprise au sol qui serait nécessaire pour mettre en place ces panneaux. Et donc du coup, ces données-là, on les retrouve aussi, on les a intégrées aussi à notre plateforme cartographique, quand vous verrez tout à l'heure, mais on vous montrera. Quand on clique sur une zone, vous voyez la surface de capteur qui serait nécessaire associée à cette zone. L'objectif, c'est de montrer, de donner à voir des ordres de grandeur, en tout cas de ce qui serait nécessaire comme installation pour alimenter cette zone. Donc là, notamment, quand on regarde une zone, on regarde à l'échelle d'un projet vraiment précis. On peut reculer un peu en échelle et regarder à l'échelle plus régionale. Là, on a regardé les zones à fort potentiel. C'est toujours des références à notre plateforme en réseau. Et on voit que donc, si on veut couvrir 80% des besoins en ECS de ces zones-là, ça reviendrait à couvrir 7862 gigawattheures de besoins solaires. Donc, ce qui correspond, donc là sur la carte, si vous voyez en gras tout en haut, normalement, sur chacune des régions, c'est les besoins solaires qu'il y a à couvrir. En dessous, en milliers de mètres carrés, c'est la surface des capteurs. Et en dessous, en hectares, ça correspond à la surface au sol qui serait nécessaire pour accueillir ces capteurs solaires. Donc cette étude-là, c'est pour objectif de donner à voir des informations pour avoir des ordres de grandeur. Et là, par exemple, on voit que 7,8 TWh, du coup, ça correspondrait à 130% de l'objectif qui est fixé pour 2030 d'implémentation de solaire thermique en France. Donc voilà, ça donne des idées. Et notamment, on voit que la surface là, en hectares, là, de 4428 à 6469 hectares, ça correspond entre 3 et 7% des surfaces de friches industrielles qui sont référencées en France. Je veux dire, en soi, c'est pas... Ouais, sur toute la France, 6500 hectares, en soi, c'est pas... Ouais, on a beaucoup parlé de foncier toute la journée. Ouais. Bon, on a parlé du problème de besoin des réseaux et de foncier disponible au même endroit, mais bon, au moins, ça donne un ordre de grandeur que... Il y a du potentiel. Oui, il y a du potentiel, voilà. Clairement. Voilà. Et donc, ma collègue a aussi fait le rapprochement, un parallèle avec... par rapport à la classification des grandes installations solaires thermiques là, qui avaient été lancées. Et donc, du coup, elle a décliné les résultats en fonction de ces catégories de taille d'installation, quoi, inférieure à 250 m² ou supérieure à 1500 m². Et donc, tous ces éléments-là, vous pouvez les retrouver dans notre étude qui est disponible sur notre site internet. Bon, j'ai mis le lien là, si vous voulez aller regarder un peu plus en détail.
Et donc maintenant, je pense qu'on va peut-être essayer... Brice est prêt, la régie nous dit. L'idée, c'était de vous montrer... Alors, voilà, Brice, waouh, on va faire... L'idée, c'était de vous montrer du coup la plateforme qu'on a développée. Donc ça, c'est notre site internet. Donc vous tapez en réseau, là, ENREZO sur Google, et donc vous tomberez directement sur notre site. Donc si on fait défiler un peu, voilà, vous trouverez une présentation, un guide utilisateur pour prendre en main l'outil. Et ensuite, vous pourrez accéder, voilà, vous verrez 4 modules cartographiques différents. Donc le premier développé, c'est en réseau, tout à gauche. On va peut-être faire la démonstration là-dessus. Voilà. Voilà. Donc, comme vous a dit mon collègue, le but, c'était quand même de montrer le maximum d'informations possibles pour des gens qui voudraient avoir l'idée, ou en tout cas regarder s'il y avait éventuellement du potentiel sur leur territoire. Donc, pour ça, on a recensé, voilà, je ne sais pas si vous voyez bien sur le côté, ouais, les différents onglets. Donc on a recensé, là vous voyez en vert, les zones d'opportunité. Bon, il va zoomer sur une zone en particulier. On est à Aix-en-Provence, donc très bien. Donc les zones, voilà, les zones d'opportunité qui ont été déterminées, donc il y a en vert clair et en vert foncé. Donc en fait, celles-là, elles ont été déterminées en fonction du besoin des bâtiments qui sont pris en compte dans cette zone. En vert clair, on prend en compte les bâtiments dont les besoins sont supérieurs à 100 MWh par an, et dans les zones vert foncé, on prend les bâtiments dont les besoins sont supérieurs à 300 MWh par an, donc avec un besoin un peu plus fort. Et donc voilà, là, il a affiché la couche sur les besoins en chaleur, donc vous pouvez voir que les bâtiments, voilà, se colorent d'une teinte orangée. Ça, c'est en fonction du degré de besoin qu'a le bâtiment. Donc si on clique sur un bâtiment, comme il va le faire, vous aurez accès, si on le voit, ouais, aux besoins en chauffage, en eau chaude sanitaire, et vous avez la surface au sol aussi, je vois pas très bien ici. Donc ça, c'est des calculs qui ont été faits par le CEREMA et qui ont été estimés à partir d'une surface de plancher et de ratios de consommation transmis par le CEREN en fonction du type d'utilisation du bâtiment. Voilà. Donc c'est à partir de ces besoins-là qu'on a déterminé ces zones d'opportunité, comme il vous l'exexpliquait. Et donc pour laisser voir aussi, on a intégré, ça c'est les données franche chaleur urbaine, vous voyez en rouge le tracé des réseaux existants. C'est des données franche chaleur urbaine. Donc l'idée aussi, c'est pouvoir, pour les gens des villes comme la ville de Marseille, etc., de pouvoir déterminer des potentiels d'extension de réseau, par exemple, pour voir qu'est-ce qui pourrait être fait sur le voit qu'il y a une territoire. dent creuse, là, on pourrait peut-être... Voilà, éventuellement, en effet. Alors après, là, le seul truc, c'est qu'on ne prend pas en compte les contraintes techniques, s'il y a un fleuve, etc., mais bon, ça montre en tout cas les potentiels. Voilà, qu'est-ce qu'on peut montrer d'autre? Ouais, donc la principale tâche aussi, c'était de recenser tout ce qui était énergie ENR et air mobilisable, donc qui est énergie renouvelable et de récupération en l'occurrence. Donc on a fait un recensement de tous les data centers de France, en tout cas ce qu'on a réussi à obtenir. Et l'idée, c'était de faire pareil pour toutes ces ENR recensées, de pouvoir montrer un gisement de chaleur fatale qui pourrait être exploité dans le cadre de mise en place de réseaux de chaleur. Donc, alors les données sur les industries, ça nous a été transmis par Efficacity, donc on a fait avec ça. On n'a pas forcément des potentiels de gisement sur toutes ces industries-là. On n'est pas encore complètement exhaustif là-dessus, mais le but c'est d'enrichir au fur et à mesure la plateforme aussi. Et donc pareil, à droite, vous voyez, je pense, un data center. Et si on clique dessus, voilà, on a au moins l'interlocuteur, le nom de l'exploitant, etc., pour éventuellement voir avec qui on peut se mettre en relation si on veut établir un projet de réseau de chaleur. Donc voilà, pareil, on recense là, on n'en voit pas dans la région, mais toutes les unités d'incinération et les STEP aussi, donc les stations d'épuration, pour lesquelles c'est pareil, on a calculé un potentiel de récupération de chaleur fatale. Là, c'est en fonction du débit de la STEP. On intègre aussi des données par rapport à la géothermie. Donc ça c'est géothermie profonde et on travaille pour ça avec le BRGM. S'il arrive à les montrer. Et pareil, alors on a intégré des recensements. Là, vous le voyez, solaire thermique, friche et parking. Bon, c'était pour laisser voir qu'est-ce qui avait été identifié comme parking et qu'est-ce qui avait été identifié comme friche pour éventuellement développer des projets solaires dessus. Voilà, on montre des zones, quoi, en l'occurrence. Voilà. Je pense que j'ai à peu près tout dit. Et on a aussi intégré des installations de production et de stockage. Donc là, on a ajouté quelques installations solaires. Je pense que c'est tout ce qui a été recensé.
Je ne sais pas exactement, il faut répondre. Je peux pas vous répondre sur cette question. Je pourrais revenir vers vous, mais là, je sais pas vous dire. C'est intéressant, en effet. Ouais. Ouais. Et donc là, bon. Alors Une nouvelle après- idée de développement, peut-être. Comment? Une nouvelle idée de développement. Oui, oui. Ouais. Ma Il y en a collègue doit plein. savoir mieux que Ah moi, oui, oui, mais j'ai c'est pas déjà l'info énorme. là, mais bon, C'est mes déjà collègues énorme doivent ce que vous avez fait, ouais. Voilà, et donc là, ce que vous montre mon collègue, c'est une autre plateforme qu'on a développée. Bon, c'est la même chose, mais globalement, c'est la version expert. Donc ça, c'est pour permettre peut-être un peu plus aux collectivités un peu rurales d'évaluer ce potentiel, parce que là, on peut jouer sur des paramètres pour faire afficher les zones d'opportunité. Donc en gros, on choisit peut-être une densité thermique moindre par rapport à ce qu'on affichait avant. Donc là, on peut aller jusqu'à une densité thermique de 1,5. Et on peut sélectionner des bâtiments avec des besoins minimum un peu inférieurs, ça va jusqu'à 50 MWh par an. Donc ça, c'est pour permettre aussi d'évaluer des zones supplémentaires qui pourraient être explorées dans des configurations peut-être différentes, plus rurales, etc. Donc voilà, vous pouvez jouer sur tous les besoins. En fait, le but, c'est de mettre vos paramètres et de voir les zones qui peuvent être... Très bluffant, en tout cas. Pardon ? Bluffant. Je dis que Ah c'est oui, pardon. bluffant. C'est Bah, bluffant. c'est mon collègue Brice Aumont qui est en très grande partie responsable de ce beau travail. Bah, bravo à lui, bravo à Brice. Voilà, donc, On va conclure. Oui, bah, on va conclure. Bah, Ouais. très bien. Bah, voilà, l'objectif, c'était aussi de permettre d'identification de potentiel à l'échelle projet, mais aussi à l'échelle un peu plus régionale, justement, et dans la planification pour permettre d'intégrer tous ces potentiels-là dans les documents de planification. On le répète, mais du coup, c'est gratuit et c'est en open data, donc toutes les données sont téléchargées sur notre site internet. Et bah, voilà, si vous avez des questions, en tout cas, n'hésitez pas à nous contacter via notre site internet. On a un onglet contact. Super. On est Bah, disponible. merci beaucoup. Merci. Merci à tous les deux, Brice et Charlie. Merci beaucoup. On enchaîne avec vous, Florent Bicanic, responsable prescription TVP Solar. Comment agit-on pour la solarisation des réseaux de chaleur? Comment vous agissez, vous, pour Bonjour la à tous. solarisation? On va démarrer la présentation justement de cette thématique par un petit film Ouais. qu'on a préparé. La régie dure est une prête? minute, sans prétention. Si la technique nous le permet. Mais bien on va entendu. voir. La régie, le petit film, ça marche? C'est bon, il arrive. Il y a toujours un petit peu d'inertie. Hop. Le voilà, c'est parti. Non, c'est ça. Merci. Pas de problème. Eh bien voilà, on peut enchaîner. Ouais. C'est rapidement donc Je suis capable. aux explications, comment ça marche. Alors c'est pour la suite après. Ben, la suite, vous appuyez sur la zapette C'est ce que je fais. et ça marche pas. Alors je vais tenter de l'autre côté, on verra.
dedans. Ça y est, Ah, ça y est, hop, hop. c'est tout bon. Hop, vidéo, on y est. Voilà, génial. Merci Donc la régie. Merci la régie. Donc très vite, je vais représenter TVP Solar. Donc on va revenir sur la vidéo que vous avez pu voir. Donc aujourd'hui, je représente TVP Solar. Je suis le représentant national sur le territoire français, qui est TVP Solar. C'est une société suisse. Vous avez vu le siège social qui est basé à Genève. Et on a aussi également une unité de production qui est en Italie, du côté de Naples, sur un site en fait qui était anciennement appartenait à Thomson, donc connu pour sa fabrication de tubes cathodiques sur des grandes séries. Quel est le rapport entre le tube cathodique et puis le capteur? C'est le vide. Il y avait une expertise sur ce site industriel de la gestion du vide. Donc on a repris ce site industriel et son personnel pour orienter cet outil de production vers la technologie des capteurs solaires sous vide poussé. Quelques chiffres rapidement. Donc TVP, c'est 150 personnes. C'est à peu près 80 à 100 000 mètres carrés de capteurs fabriqués chaque année. D'autant plus qu'il y a des marchés qui ont été signés de grande ampleur, donc ce qui facilite bien entendu la production. C'est de l'autre côté. Donc, placer la technologie de TVP Solar en quelques mots, on propose une technologie de capteur sous vide poussé qui est la plus performante ou l'une des plus performantes du marché. Le vide, en fait, présente des caractéristiques et des avantages incontestables. La première des caractéristiques, c'est l'isolation thermique. Par le vide, on fait l'isolation thermique du capteur et puis on évite les pertes thermiques par convection, qui sont les pertes thermiques principales des capteurs solaires. Donc, par le biais du vide poussé, ça nous permet de produire une quantité beaucoup plus importante d'énergie que les technologies traditionnelles. Tout à l'heure, j'avais en tête, bien entendu, le schéma de Jean-Marie Nougaret avec les rendements des capteurs, la comparaison de ces rendements. Et on voit, bien entendu, que le capteur sous vide se présente dans le haut des rendements, davantage quand on va vers des niveaux de température qui sont les plus importants. Donc le deuxième avantage du vide, si on doit parler de thermique, c'est aussi d'atteindre des niveaux de température toute l'année, y compris en hiver, beaucoup plus importants que ce que l'on peut avoir avec les technologies traditionnelles. On a parlé de température ce matin, on a entendu, oui, on est sur des réseaux de chaleur, on est contraint par des niveaux de température parce qu'on a affaire à des villes qui sont déjà bâties. C'est difficile de baisser les températures. Déjà là, avec cette technologie, vous avez déjà une première réponse. C'est qu'avec la technologie de TVP, vous pouvez intégrer le solaire thermique, même en hiver, sur des niveaux de température de 80-90 degrés en réseau de chaleur. Là, j'ai parlé de l'avantage en fait du sous-vide sous l'angle de la thermie. Il y a aussi un autre avantage qu'on parle peu, c'est le vide permet en fait, ça permet une durabilité en fait des composants d'un capteur, parce qu'en fait, quand on fait le vide, on extrait tous les gaz qui sont détenus dans l'atmosphère, y compris l'oxygène. Il n'y a plus d'eau dans le capteur, c'est un caisson qui est complètement étanche, sans eau, plus de corrosion. Donc ça veut dire que la durée de vie d'un capteur sous vide est beaucoup plus importante, tout autant qu'on garde le vide à l'intérieur de ce capteur. Et donc la grande difficulté pour TVP, fabricant de ce genre de technologie, c'est de conserver le vide le plus longtemps possible. On garantit le vide pendant 25 ans et l'intégralité du vide pendant 25 ans. Les performances du capteur entre le moment où il est mis en service le premier jour jusqu'à la 25e année restent les mêmes. Et pour ça, en fait, TVP a déposé 184 brevets et a investi plus de 100 millions d'euros dans le développement de ces technologies. Ce qui fait de TVP l'un des acteurs industriels qui a investi le plus à l'échelle internationale dans le domaine qui nous intéresse, celui du solaire thermique. Si on doit comparer le vide avec d'autres technologies, notamment celle de Viessmann qui a mis en avant ces technologies,
là, on voit que la prouesse, c'était de faire un capteur de 2 mètres carrés dans un caisson sous vide. C'est une vraie prouesse technologique. Il faut comprendre qu'on est en dépression, on retire le vide, et donc on travaille à 10 puissance moins 9 millibars. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le capteur, il reçoit une force de l'extérieur de 20 tonnes. C'est comme s'il y avait un camion qui lui roulait dessus. Donc voilà, 184 brevets, ça a été pour justement viabiliser cette technologie et permettre le meilleur et la meilleure performance possible que l'on peut obtenir aujourd'hui dans le domaine du solaire thermique. Alors on passe à des illustrations, en fait, des exemples de réalisations qu'on a pu faire à l'international, en commençant par le réseau de chaleur de Genève. Bien entendu, le siège social est à Genève. On était très attachés à réaliser ce premier démonstrateur. On a posé en 2021 pratiquement 800 mètres carrés de capteurs, ce qui représente une production de 539 MWh par an. C'est à peine 1% des vrais besoins du réseau de chaleur de Genève. Le tout, c'était naturellement de prouver au service industriel de Genève qui exploite le réseau de chaleur que cette technologie marchait. On rentre dans notre 4e année d'exploitation. On a des datas. On est capable de piloter, d'avoir un reporting des données de la production de cette centrale-là, à la fois parce qu'on a un monitoring avec notre propre équipement, mais aussi parce que cette installation-là, elle est suivie par un laboratoire indépendant qui comptabilise toute la production. Et ce que l'on peut dire à l'issue de ces 3 ans et de cette 4e année d'exploitation, c'est qu'on on atteint la performance, voire même on la dépasse contractuellement, la performance qui était attendue, y compris en hiver. Là, vous voyez cette photo qui est assez extraordinaire, où on a le champ de capteur qui est pris par la neige. Et à cette journée où on a pris cette photo, il devait être 10 heures du matin, et on était capable de produire 80 degrés même en hiver, et de délivrer quand même de la chaleur au mois de janvier, au mois de février. Donc c'est tout l'intérêt de cette technologie. Vous voyez qu'on travaille sur des niveaux de température à 85 degrés. Le rayonnement général sur Genève, il est de 1293 kWh par mètre carré par an. Et donc la conversion de ce potentiel en énergie délivrée, c'est 53,3%. Deuxième illustration. Et vous allez en implanter une autre peut-être d'installation sur le réseau de chaleur de Genève? Oui, alors tout à fait. Alors ce démonstrateur, voilà. Là, l'étape suivante, c'est de passer à un champ de surface plus importante, j'imagine, ouais. Si tant est que le foncier genevois nous le permette. Oui. On y œuvre, on travaille dessus. D'accord. Okay. Voilà. Mais effectivement, c'est le but. La deuxième installation qu'on a livrée en début d'année 2024, c'est celle de Sondershausen, qui est en Allemagne, dans le nord de l'Allemagne. On voit que le rayonnement, il baisse, il est beaucoup plus faible. On est à 1056 kWh par mètre carré. Quand bien même le rayonnement est plus faible, eh bien on a aussi un niveau de performance qui est assez bon, puisqu'on délivre 51% de ce potentiel énergétique. Avec 6000 m² de capteurs, on produit 3000 MWh par an sur des niveaux de température de 80-93 degrés. Et le troisième champ solaire qui est en cours de réalisation, c'est celui de Groningen. C'est un champ qui est aux Pays-Bas. C'est la quatrième centrale la plus grande au monde, qui est en cours de construction, avec 48 000 m². Donc là, on commence à passer sur des niveaux de construction de centrales qui sont importants, qui ont mobilisé 12 hectares, vous l'avez vu dans le film. On a un GHI qui est encore plus bas, 994, et ça nous permet quand même de délivrer 52% d'énergie sur des niveaux de température qui sont ceux attendus d'un réseau de chaleur aux alentours de 90 degrés. Voilà donc au travers de ces quelques réalisations ce que l'on peut faire à la fois TVP avec sa technologie et puis les attentes la réponse aux attentes vis-à-vis des réseaux de chaleur. D'accord. La morale de l'histoire, c'est plus facile de trouver du foncier à Groningen qu'à Genève. C'est un peu ça, mais je pense que la volonté... Mais tout à l'heure, il a été dit, je pense ce matin, par Hugues de Fréville, que finalement,
si on veut réellement trouver du terrain, on peut faire des installations. Et je pense que Mm. ça démarre par une vraie volonté politique. Ouais, absolument. Si on veut faire du solaire, ces exemples, ces illustrations nous prouvent que c'est possible. Bah, écoutez, on reste sur cette note-là. Exactement. Si vous avez des questions, moi j'en ai déjà une en préparation pour vous. Bah, posez-la. Je vais me poser la question. Posez-vous la question. Non, j'entends souvent un questionnement sur le vide, sa durée dans le temps. Combien dure le temps, l'intégralité du vide dans le temps? Donc c'est des questions qui sont bien entendu qui sont pertinentes parce que il y a eu quelques contre-références, on va dire, faites dans le passé où des capteurs sous vide ont perdu le vide. Et bien entendu, ça entache un petit peu l'efficacité de cette technologie. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au travers du dépôt de ces 180 brevets, ça veut dire qu'il y a chez TVP la réelle volonté d'aller dans la recherche et l'innovation et de trouver des solutions. Ce que je veux juste dire, c'est qu'on a au niveau du centre de production, nos capteurs, ils sont mis à rude épreuve, ils sont testés. On a des vieillissements, en fait, qui sont faits. On met à rude épreuve, on stresse le capteur pour connaître sa durée de vie. Et quand on dit que sa durée de vie, c'est de 25 ans, c'est que mathématiquement, scientifiquement, on a été capable de le prouver. Voilà, donc je veux en ça rassurer les futurs investisseurs sur cette technologie. Vous êtes des experts pour faire le plein de vide. Exactement. C'est ça ? On vend du vide, finalement. Ouais. Ok. Merci beaucoup, Florent. Je vous en prie. Vous applaudir. Alors, on rejoue. Une question après ? Non ? Ouais, parce qu'on a quelqu'un en direct à la fin, hein, dans une quinzaine de minutes. On a Jean Durand qui est avec nous, chargé de mission solaire à l'OFAT, Office franco-allemand de la transition énergétique. Jean Durand, est-ce que vous m'entendez ? Je vous entends très bien, est-ce que vous m'entendez ? Alors, écoutez, on va vous poser la question. Comment ça se passe de l'autre côté de la frontière pour la solarisation des réseaux de chaleur et puis en connexion avec la France, hein, puisque vous êtes un office franco-allemand. C'est à vous, Jean Durand. Je me présente rapidement. Montez le son un peu, on ne vous entend pas trop. Ou peut-être la régie. Comment ? Ouais. On a fait les tests hier, ça devrait bien marcher normalement. C'est bon, ça marche. Très bien. Donc je me présente, chargé de mission solaire à l'Office franco-allemand pour la transition énergétique. Pour ceux qui ne connaissent pas, on est une plateforme d'échange d'informations et de bonnes pratiques pour les acteurs industriels et politiques en France et en Allemagne. On est basé au MEFSIN à Paris et au ministère de l'économie à Berlin. Pour répondre à votre question, je m'avancerai pas, je ne sais pas sur les comparatifs français-allemands, mais je pense qu'on pourra en parler plus tard sur les questions-réponses. Prochaine slide, s'il vous plaît. Voilà, alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un exemple de réseau de chaleur qui a commencé en 2013 dans le petit village de Bracht, basé dans la région de Hesse. Là, c'est la région de Francfort. Next slide, s'il vous plaît. Qui gère les Prochaine slides ? slide, s'il vous plaît. Merci. Parfait. Pour résumer, c'est un projet de rétention, donc un gros bassin d'eau qui a été raccordé à un champ de solaire thermique rattaché à 200 ménages sur 10 ans. Voilà, prochaine slide s'il vous plaît. Voilà. Donc Bracht, c'est un petit village rattaché administrativement à la ville de Rauschbeck. C'est une contrée assez rurale dans laquelle il n'était pas possible, à cause du sol, de faire appel à la géothermie. Mais les citoyens avaient déjà l'intention de devenir premier village solaire de la région d'ici à 2025, dans le but de supprimer le chauffage à fioul. Donc ils ont monté ce projet de bassin de rétention. Pour ce faire, ils ont fait une étude de faisabilité en 2013, donc il y a maintenant 10 ans. Première étude de faisabilité qui n'a pas marché, donc il a fallu en faire une deuxième, cette fois accompagnée par l'université de Kassel et son département solaire. Prochaine slide s'il vous plaît. Voilà, donc une fois que cette deuxième étude de faisabilité a été réalisée et validée, une coopérative a été créée en 2021 avec initialement 61 membres. Et l'un des résultats de
cette étude de faisabilité, c'était que pour que le réseau de chaleur soit rentable, il faudrait accueillir et raccorder au moins 130 ménages, avec idéalement 200 ménages raccordés. Donc au début, il n'y avait pas suffisamment de ménages. Ils ont réussi à convaincre plus de ménages dans la commune pour arriver à un taux de raccordement de 60%. Une fois que le modèle d'affaires a été arrêté, on est arrivé à la conclusion que ça coûterait 6 000 € par raccordement, plus les frais d'élimination de l'ancien système de chauffage à fioul, si il y avait un système de chauffage à fioul dans le ménage en question, et un montant de 60 € par mois et 17 centimes pour chaque kilowattheure soutiré de ce battement de rétention. Prochaine slide, s'il vous plaît. Là, vous voyez le schéma technique du projet. Donc, ça consiste en un champ solaire d'environ 13 000 m², raccordé à un stockage saisonnier qui est un bassin rempli d'eau. Voilà, donc vous voyez les métriques ici, mais pour vous donner une idée, ça fait 7 à 8 piscines olympiques, donc c'est un assez gros trou, qui est directement raccordé par l'intermédiaire d'un réservoir additionnel, donc Pufferspeicher en allemand, au ménage. Et pour aider ce stockage saisonnier, ils ont aussi construit une centrale thermique à bois d'une capacité de 600 kWh et deux pompes à chaleur d'une puissance de 1,2 MW. Donc, ce bassin saisonnier, en fait, il va être chauffé par le champ solaire à une température de 85 degrés et il va envoyer de la chaleur dans ce réservoir additionnel que vous voyez sur la droite, là, c'est la grande barre, pour la régulation de la température. Et la chaudière à biomasse donc, ne sera utilisée que dans des cas exceptionnels, c'est-à-dire des travaux de maintenance ou quand il n'y a pas suffisamment de soleil sur de longues périodes comme en hiver. Voilà. Le résultat de ces installations, c'est qu'on arrive à un taux de couverture solaire de l'ordre de 70% et un taux d'utilisation des énergies renouvelables pour la chaleur de 84%. Prochaine slide, s'il vous plaît. Merci. Donc voilà, ça c'est ce à quoi ça ressemble en 2024. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à rajouter une bâche, un gros couvercle aussi, et faire encore les raccordements vers les ménages. Voilà. Prochaine slide, s'il vous plaît. Bien sûr, c'est un projet pionnier. Il n'y en a pas beaucoup du genre en Allemagne. Vous pouvez voir sur le graphique. En général, le taux de couverture solaire ne dépasse pas 50% dans les 43 projets en Allemagne. Et le fait que ce projet arrive à un taux de couverture solaire de 70%, c'est bien sûr le stockage intersaisonnier. Voilà. Prochaine slide, s'il vous plaît. Bien sûr, ce projet, il présente des avantages, il présente aussi des désavantages. Je commence par les désavantages puisqu'ils sont quand même de taille. C'est un coût qui est assez élevé, 16,5 millions d'euros, financé par des subventions au niveau fédéral, au niveau régional, par des crédits privés, mais aussi par les apports de la coopérative. Et un temps de planification qui est assez long. Ici, j'ai écrit 10 ans, mais en réalité, ça sera un peu plus. Donc, la première étude de faisabilité a été réalisée en 2013. En 2024, ce n'est pas encore totalement fini. Ça ne veut pas dire que si le projet était amené à être reproduit, ça prendrait 10 ans, parce que forcément, entre la première étude de faisabilité et la deuxième étude de faisabilité, il y a 4 ans qui se sont passés. Mais bon, c'était un projet pionnier, donc c'est possible que le temps de planification soit réduit. Et le troisième gros désavantage de ce genre de projet, c'est que ce n'est pas un modèle très flexible. C'est-à-dire qu'une fois que le projet est construit, c'est difficile de faire des raccordements supplémentaires. Et si on veut faire des raccordements supplémentaires, c'est que de manière limitée. Voilà. Bon, voilà. Si les avantages sont gros, il y a quand même des avantages qui sont de taille pour les ménages qui se sont décidés à participer à ce projet.
c'est tout d'abord une stabilité des prix pour les décennies à venir et des prix qui sont compétitifs en comparaison de l'installation de pompes à chaleur individuelles. Et ce, alors que le cadre réglementaire est déjà fixé en Allemagne. La loi sur l'énergie du bâtiment prévoit que d'ici à 2045, 65% des systèmes de chauffage devront être injectés avec des énergies renouvelables. Donc c'est un gros avantage pour ces ménages et cette commune parce que ils sont déjà inventés en avance et ils n'auront pas à faire de nouveaux changements, tout ça en profitant de prix très attractifs. Et bien sûr, le dernier gros avantage, c'est d'importantes économies de CO2. Donc en comparaison avec le chauffage au fioul, c'est de l'ordre de 80% de réduction des émissions de CO2. Voilà. Et le dernier avantage un peu plus petit, c'est que ce projet, bien sûr, il montre le chemin pour d'autres communautés rurales d'Allemagne. Prochaine slide. Merci. Ça sera tout. Vous pouvez me poser plus de questions. Je serai ravi de répondre à vos questions. Merci beaucoup, Jean Durand, pour ce projet vertigineux, on peut le dire, à un coût, effectivement, d'investissement assez important, mais finalement, on s'y retrouve avec, je notais, la biomasse comme un appoint, avec le solaire qui est l'énergie privilégiée sur ce projet. C'est vraiment très, très intéressant. On se retrouve peut-être pour les questions-réponses tout à l'heure, Jean Durand. Bien sûr. Ouais, parfait. Merci à vous. Thomas Gillon, on continue avec vous. Vous êtes Explore Cell Manager Consolar. Et alors vous m'avez dit, je vais prendre le problème à l'envers, donc sur le réseau de chaleur. Oui, donc Hein, bonjour à tous. On va voir. Voilà, donc je me présente Thomas Gillon, je suis responsable développement et l'exportation pour Consolar Allemagne. Donc Consolar Allemagne, c'est quoi? C'est un fabricant solaire thermique qui a maintenant 30 ans. On a à peu près 15 ans d'expérience en pompe à chaleur. Je ne vais peut-être pas avoir le temps de rentrer dans tous les détails aujourd'hui, mais je vais essayer de vous présenter un peu la technique avec une approche différente. Donc, Consolar, c'est quoi? On a un peu plus de 40 000 installations partout en Europe, un peu plus de 4 000 installations avec le système Solink, donc c'est le système que je vais vous présenter aujourd'hui, de nombreux brevets et récompenses. Alors, le capteur, c'est un capteur PVT, donc un capteur PVT air glycol. Donc à la base, donc je vous disais qu'on avait plus ou moins 15 ans d'expérience en pompe à chaleur solaire. On avait d'abord élaboré un premier capteur solaire thermique destiné à alimenter, à devenir la source pour une pompe à chaleur. Donc une pompe à chaleur type géothermique, donc une pompe à chaleur à eau glycolée. Et puis, on a un peu changé notre point de vue et on est parti d'abord d'un panneau photovoltaïque sur lequel on est venu ajouter sur la face arrière un échangeur thermique. Alors, cet échangeur thermique va à la fois récupérer le rayonnement solaire, mais va également récupérer les calories du milieu environnement. Et donc, ce capteur devient la seule et unique source d'énergie pour une pompe à chaleur. La particularité de cet échangeur, c'est qu'on a à peu près 8 fois la surface du panneau photovoltaïque en surface d'échange thermique. Ce qui fait que, par exemple, pour obtenir 1 kW de capacité thermique, on va, en fonction des situations, être entre 2,5 et 3,6 mètres carrés de surface optique par kilowatt thermique requis. Alors les applications, c'est de la production d'eau chaude sanitaire, c'est chauffage, piscine, process, réseau de chaleur, régénération géothermique, mais également de la climatisation. C'est là qu'on se différencie totalement, dans le sens où la capacité de notre échangeur thermique, situé à l'arrière du panneau photovoltaïque, va être capable aussi en été d'évacuer, sous certaines conditions, un excédent de chaleur quand on voudrait faire de la climatisation. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter 2 cas de réseau de chaleur. Alors, quand je disais que j'allais avoir une approche peut-être un peu différente, le capteur a été développé pour fonctionner avec une pompe à chaleur. Et donc, on va être sur de la basse température, très basse température. Pourquoi? Parce qu'on estime chez Consolar que c'est beaucoup plus facile de remonter de la basse température avec un échange à l'air ou avec du solaire que de travailler avec des réseaux de température à 80-90 degrés. Alors,
Le concept, c'est quoi? On peut avoir plusieurs toitures, un seul champ de toiture, plusieurs bâtiments. Et sur base de ce schéma type, on va avoir donc plusieurs installations de capteurs qui vont soit alimenter directement des pompes à chaleur ou alimenter le réseau de chaleur. Et alors ce réseau de chaleur va travailler à très basse température. Très basse température, on peut en option avoir un stockage, donc un stockage de chaleur sensible ou chaleur latente, ou faire du stockage au niveau de la géothermie. On n'est pas obligé de prévoir du stockage. C'est-à-dire que même en hiver, lorsque le système va fonctionner, on va être la nuit par exemple, il va faire moins 5 degrés dehors, le système Solink, donc le système de chez Consolar, va vous fournir 100% de vos besoins énergétiques. Donc ça, c'est la règle de dimensionnement. Dans nos règles de dimensionnement, on vise à obtenir un coefficient de performance saisonnier, donc qui comprend la consommation de la pompe à chaleur, des circulateurs et toutes les annexes, supérieur à 4,5. Quand on travaille sans stockage, ou par exemple dans un système comme celui-ci, si on respecte les règles de dimensionnement et qu'on applique un coefficient de simultanéité, à savoir tous les demandeurs d'énergie ne vont pas avoir la même demande au même moment, ça fait qu'on augmente cette température de la boucle. Et donc finalement, les pompes à chaleur qui vont travailler, on va recevoir une température de boucle à une température plus élevée. On peut faire du stockage glace, comme je l'ai dit, et je vais montrer un exemple juste après. Donc, par exemple, ici, on est sur la reconversion d'un site industriel au Luxembourg. Donc, c'est un projet en cours. On est sur 8 quartiers, à peu près 1200 logements, écoles, centres commerciaux. Et tout ce système-là est en réseau. Je ne vais pas dire chaque quartier. Donc, en fait, puisque c'était un ancien site industriel, on a récupéré des volumes de stockage. Et donc, on a 6 stockage glace, comme on l'appelle, variant de 300 à 600 mètres cubes. Et donc, chaque toiture qui est équipée de capteurs va soit alimenter directement le bâtiment ou la boucle. Et lorsque le rayonnement solaire n'est pas suffisant, ou que les températures au niveau des capteurs sont inférieures à la température de la boucle, la pompe à chaleur va aller chercher les calories directement dans ce réseau. Ça donne quoi comme expérience? Le fait que ici, dans ce cas-ci par exemple, on ne va jamais travailler avec une température de boucle inférieure à 0 degré, parce qu'on a des gros volumes de stockage. Ici, donc voilà un peu le principe par exemple. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais par exemple, chaque cuve de stockage peut alimenter une autre cuve. Donc si j'ai un problème sur un quartier, les autres quartiers peuvent alimenter le quartier sur lequel il y aurait un problème. Alors au niveau des coefficients de performance, dans ce cas-ci, toutes les simulations nous donnent à peu près du 3.4, 3.3 sur le bilan annuel. Et alors ici, donc ça c'est une autre installation. Donc on est sur une mairie en Allemagne, donc c'est une nouvelle construction, et il y a un mini réseau de chaleur. Donc ce réseau de chaleur va alimenter le bâtiment qui se trouve à gauche sur la photo, qui étaient en fait les anciens bureaux de la mairie, et en face, donc dans le fond de la photo, on a un centre sportif. Et donc ici, on est à peu près sur 240 mètres carrés, je veux dire deux surfaces capteurs. On a un léger stockage, mais je veux dire, on n'a pas fait des gros volumes de stockage comme dans le projet que je montrais juste avant. Et donc, on va alimenter toute la nouvelle mairie, à la fois les anciens bâtiments et le centre sportif. Et alors, donc cette installation est en fonction depuis 3 ans maintenant. Et alors, sur l'année 2022, on a eu un coefficient de performance annuel de 5.2. Donc, voilà un peu la différence au niveau de l'approche, mais c'est qu'on va travailler avec des basses températures.
Et donc, par exemple, votre réseau de distribution, quand on travaille avec des hautes températures, ben, généralement, on a des pertes. Mais quand je vais travailler, par exemple, à 5 degrés, où je vais avoir encore des bonnes performances pour une pompe à chaleur géothermique, ben, quand je suis à 7 à 5 degrés au niveau de ma boucle, et que ma canalisation se trouve dans le sol, je n'ai pas besoin d'isoler ma canalisation. Parce que je vais me servir de la surface d'échange au niveau du pipeline pour récupérer ce que je peux récupérer de manière géothermique. Donc voilà, ça c'est un des exemples au niveau des applications. Pour conclure, donc voilà, bah ça c'est la photo de la mairie. Donc c'est situé pas loin de Gaggenau. Donc c'est à peut-être 30-40 km de Strasbourg. C'est vraiment à la frontière entre la France et l'Allemagne. Parfait. Bah, écoutez, merci beaucoup Thomas Gillon pour ces explications et merci à vous. La technicité de ces installations. Merci beaucoup. Merci. On peut vous applaudir. Julie, Rudy, vous avez l'honneur de clôturer cette table ronde. Vous êtes experte solaire thermique à l'INES. Donc on va parler bien sûr de la solarisation des réseaux de chaleur et aussi un petit peu de formation. Je vous laisse la parole. Bonjour à tous pour ceux que je n'ai pas vus. Donc, Julie Rudy, donc je travaille à l'INES. À l'INES PFE pour être précise, c'est l'INES Plateforme Formation et Évaluation. L'INES dans sa globalité, c'est l'Institut National de l'Énergie Solaire. Et donc nous, notre but en tant qu'INES PFE, en tant qu'association, c'est d'assurer le lien entre la recherche, les entreprises du bâtiment, les institutions, les industriels, les collectivités, etc. Donc, souvent, vous entendez parler, quand on parle de recherche, souvent quand on parle de l'INES, on parle aussi du CEA, donc on a une proximité avec la partie recherche. Et donc nous, on fait de la formation de professionnels, donc des bureaux d'études, les installateurs, etc. Donc, on a beaucoup entendu parler de formation aujourd'hui. Avec même des projets qui ne se faisaient pas par manque de main-d'œuvre et de compétences. Oui, voilà, tout à fait. Loin. La question, c'était de savoir pourquoi actuellement on ne fait pas autant de projets solaires thermiques sur les réseaux de chaleur. Donc, il y a déjà des choses qui ont été évoquées par ailleurs. C'est le problème du foncier. Malgré tout, je pense qu'il y a des gens qui trouvent des solutions. Pour contourner ce problème du foncier, donc qui trouvent des terrains, qui louent des terrains auxquels on n'aurait pas pensé forcément. Le problème de ce qu'on a parlé aussi, c'est la volonté et les politiques. Malgré tout, j'ai déjà vu des projets qui se sont faits parce que justement, en fait, dès qu'il y a une volonté, c'est pas le foncier le problème, quoi. C'est vraiment, ils ont envie d'en mettre, ils vont trouver un terrain pour le faire. Donc le problème, c'est vraiment la formation, parce que parfois, donc, ceux qui veulent en mettre et qui sont bien entourés par des professionnels qualifiés, etc., ils vont réussir à mener à bien leur projet. Ceux qui ne trouvent personne pour les accompagner, on en a reparlé, je ne sais plus si c'est ce matin ou cet après-midi, le projet il tombe un peu à l'eau parce qu'ils n'ont personne pour les aider à monter ce projet. Donc c'est pour ça que nous on est là pour former les gens. Donc souvent on essaye de faire des formations qui sont assez innovantes, mais on fait aussi des formations classiques. Donc on a parlé des formations d'installateurs. Donc à droite on a la formation Calisol Socol, donc solaire collectif. Cette formation elle dure pas 3 jours comme j'ai entendu ce matin, mais 4 jours. C'est un petit peu plus long encore. Un jour de plus. Voilà. Donc il y a la Socol installateur donc pour l'installation et il y a la Socol exploitant pour les exploitants. Donc celle-là qui dure 3 jours. Effectivement, de ce qu'on a dit ce matin, on n'en fait pas beaucoup des formations comme ça. On a à peu près 1 à 2 sessions par an. Même si jusqu'à là, elles ne se remplissaient pas beaucoup. En fait, c'est pas qu'on veut pas les faire. On n'en fait pas beaucoup parce qu'il y a personne qui s'inscrit en fait, tout simplement. Ouais. Voilà, j'ai entendu, on disait oui, les formations sont plus tard. Oui, on le sait, mais en fait, c'est juste parce qu'on n'a pas assez d'inscrits, donc on va pas créer des sessions avec 2-3 personnes. Vous avez combien d'inscrits par exemple pour celle-là ? Celle-là, elle est assez remplie. Je crois qu'ils sont déjà 8. 8, d'accord. Sachant qu'on on fait un maximum de 12 personnes par session. D'accord. Voilà. Donc là, ils sont assez. La session est complète, mais je crois que on en avait mis une en début d'année qui s'est pas ouverte, par exemple. Mais on aimerait bien plus les remplir, donc n'hésitez pas à ramener des gens pour se former. Surtout que l'ADEME est ouverte au fait que si on se lance un projet et que l'installateur n'est pas formé tout de suite, s'il prouve qu'il va se former pendant le projet, il n'y a pas de souci. Le projet peut démarrer.
Donc ça, c'est pour la formation des installateurs. Et on a aussi une formation pour les bureaux d'études, pour les réseaux de chaleur, qui est la formation intégration du solaire thermique sur réseau de chaleur. Vous avez vu, j'ai mis des petits papiers à l'entrée pour cette session qui aura lieu en septembre. Donc cette session de formation, c'est pour les bureaux d'études, les concepteurs, les exploitants. Ça touche aussi tout ce qui est chef de projet dans les villes qui justement voient les projets sur le réseau de chaleur. Voilà, le but, c'est de former tout le monde, que tous les acteurs soient au courant et connaissent les points d'attention. Là, par exemple, on a vu sur le projet en Allemagne du stockage intersaisonnier en fosse. Voilà, c'est des choses qu'on aborde dans ces sujets. Donc, je disais, on essaye d'être un peu précurseur dans les formations. Et donc, le but, là, c'est une formation qui fait appel à plein d'experts de la filière. Et on parle de choses qui existent en France, mais aussi ailleurs, et qu'on tend à vouloir développer dans le domaine du réseau de chaleur. Et là, combien de stagiaires sont déjà inscrits pour septembre? 5 ou 6. 5 ou 6 aussi, d'accord. Mm. Ouais. Il y a quand même il y a vraiment le besoin de communiquer aussi sur oui. ces... Oui, clairement. C'est vrai que là, donc, c'est une session qu'on portait 2017-2018, il me semble, et qui était assez remplie. Il y a eu le Covid. Et donc, après le Covid, on a relancé ces formations qui se sont bien remplies en 2020. Et puis là, on voit quand même qu'il y a de moins en moins d'inscrits. Mais on ne désespère pas que la formation se remplisse. Enfin, voilà, on fait aussi de la formation photovoltaïque. On voit qu'en photovoltaïque, c'est complet très vite. Et du coup, on se dit que normalement, un jour, on devrait arriver à avoir la même chose aussi en solaire thermique. C'est un métier sexy un peu, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Donc on voit déjà une belle hausse des formations en solaire, système solaire combiné notamment. On voit une petite hausse en solaire collectif et on espère que ça va continuer dans ce sens. Parfait, très bien. Vous avez quelque chose à rajouter? Non, c'est parfait. Pour moi, c'est tout. On va passer aux questions-réponses. Merci beaucoup, Julie Rudy, pour toutes ces explications et ces formations. N'hésitez pas, si vous avez des équipes à former, Inès PFE, j'ai bien compris. Des questions claires? Je crois que vous aviez une question. Vous ne l'avez pas oublié? Non, on y va. Oui, j'ai vu sur les slides tout à l'heure qu'on était sur un coût de la chaleur à 40 € du mégawattheure sur le 3e projet qui a été présenté, je crois. Je voulais savoir si ce coût de la chaleur prenait en compte des subventions ou, enfin voilà, ce qu'il y avait dedans en fait. Merci. Merci pour la question. Parlez dans le micro, Florent. Pardon. Ouais. Effectivement, ça prend en compte les aides en fait en Hollande, effectivement. Après, je ne suis pas un expert de toutes les aides dans tous les pays. Du coup, on a une idée du pourcentage d'aide? Non, sincèrement, je ne peux pas faire la comparaison. Il y a peut-être d'autres acteurs ici qui peuvent le faire. Moi, je suis pas habilité à le faire parce que je ne connais pas le marché des Pays-Bas. Je peux raisonnablement penser que le niveau d'aide est à peu près similaire à celui de la France. Même question pour Jean Durand, peut-être sur le projet à je ne sais pas combien de millions d'euros, le niveau d'aide, non, en Allemagne. Jean, vous m'entendez? Je n'ai pas de détails, ce qui vient du niveau fédéral, ce qui vient du niveau... Vous n'avez pas de détails sur ce financement? Comment? Vous n'avez pas le détail sur le financement? Non, j'ai pas de détails. Ok, parfait. Pas indiqué sur le site de la coopérative. Très bien. Olivier? J'avais une question pour Jean Durand. Est-ce que vous connaissez la productivité capteur qui est prévue là pour ce gros champ solaire sur gros stockage? Non, je pense que je ne serai pas en mesure de vous... Je serai pas en mesure de vous dire. Bon, on essaiera de savoir les détails. Je vous rappellerai et puis on fera passer l'info. Si vous laissez mon contact, votre contact, je peux vous recontacter, refaire les recherches. Contactez Enerplan et comme ça on viendra chercher les infos. Une autre question? Un commentaire? Ouais. Toujours pour Jean, du coup, est-ce qu'il y a le point de limitation de l'extension éventuellement du réseau de chaleur? Il est plutôt technique ou juridique? C'est parce que c'est une coopérative ou parce que voilà, derrière il y a une problématique technique? Non, c'est pas juridique, c'est une problématique technique.
Ce que j'ai cru comprendre en lisant les détails de la coopérative, c'est que ce serait compliqué d'agrandir la capacité de la fosse et de rajouter de la tuyauterie. Et bien sûr, j'imagine aussi que c'est compliqué parce que de rajouter des ménages, parce que ce sont les 200 premiers ménages qui ont porté le coût d'investissement. Donc, je ne sais pas comment ça se passerait financièrement si 50 ménages, par exemple, venaient à se rajouter. Ouais, un peu des deux, quoi. Oui, un peu des deux. Enfin, oui, c'est ça, oui. Exactement, juridique. Ouais. Question? Commentaire? Non? Juste revenir sur Oui, la question. Parce que j'ai eu les éléments. C'est des données parking uniquement issues de la BD Topo ou de OpenStreetMap. En fait, on n'établit pas la faisabilité technique de mettre une installation solaire, mais on relève juste la présence d'un parking. Ah, ok, merci pour cette précision. Merci beaucoup. Bah, écoutez, je crois qu'on va conclure. Voilà, il y a des gens qui ont des trains à prendre, des avions à prendre. Merci beaucoup en tout cas d'être venus à ces états généraux de la chaleur solaire 2024. Merci beaucoup, Jean Durand. Merci beaucoup pour l'invitation. Bah, je vous en prie. Merci beaucoup. Merci à tous. Et puis écoutez, bon retour chez vous. Et puis on se donne rendez-vous pour l'année prochaine. On ne sait pas encore où. Il y a un petit pot de clôture, je crois, c'est ça, hein. Donc on va aller partager un verre encore et partager peut-être quelques idées ensemble. Et merci vraiment à tous, c'était très sympa. Et puis à l'année prochaine. Voilà, merci à tous. Et on peut encore applaudir les intervenants. Merci à vous. Bonne soirée. Au revoir.